Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui du ciel à très haute énergie. Mais d'abord, je voudrais vous parler du thème qui nous rassemble aujourd'hui, de la lumière. Alors, qu'est-ce que la lumière? Eh bien, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Une onde, c'est un phénomène qui se propage et qui oscille. Une onde, ça met une certaine distance à faire une oscillation complète. Cette distance, on l'appelle la longueur d'onde. C'est comme ça qu'on caractérise d'une part une onde électromagnétique, et puis l'onde électromagnétique, elle se propage à une certaine vitesse, et donc dans le vide, on la note souvent C, la vitesse de la lumière, qui est égale à 300 000 km/s. Mais on sait depuis le début du XXe siècle, grâce à Einstein, que la lumière, elle est aussi discontinue, et elle est quantifiée par des grains d'énergie qu'on appelle les photons. Et Einstein nous a montré que les photons se comportent comme des petits corpuscules, des particules. Ces photons, ils ont une énergie, ils peuvent avoir toute une gamme d'énergie. Cette énergie, on peut la relier à la longueur d'onde de l'onde correspondante dont je viens de vous parler, et ils se propagent également à la vitesse c dans le vide, qu'on connaît tous. Alors, lorsque l'on veut représenter toute la gamme des longueurs d'onde et des énergies que peut prendre l'onde électromagnétique, la lumière, on représente ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Donc, c'est ce que j'illustre ici. Vous voyez que cette petite ligne jaune là, elle représente une onde, et on va depuis la gauche à des ondes qui ont des grandes longueurs d'onde, pardon, j'ai un petit souci de sensibilité, donc des grandes longueurs d'onde, et on se promène jusqu'à l'extrémité droite du spectre où les ondes ont des très petites longueurs d'onde. Et là, si on parle en termes de photons, je vous ai mis en dessous l'énergie, et on part des petites énergies lorsqu'on parle des grandes longueurs d'onde jusqu'aux très hautes énergies quand on parle des petites longueurs d'onde. Et si on s'intéresse à la région du visible, donc observable avec nos yeux, alors j'ai fait un petit agrandissement de cette région. Les détecteurs de photons que sont vos yeux, ils signifient à votre cerveau que vous changez de longueur d'onde par les différentes couleurs. Et en fait, quand on pense à l'astronomie depuis les débuts des premières observations des humains à l'œil nu, jusqu'à à peu près il y a 70 ans, l'intégrité de tout ce qu'on connaissait sur l'univers se résumait à son observation dans cette très petite bande-là de visible, qui en fait est infiniment étroite par rapport, vous voyez, déjà à tout ce qu'on a pu explorer aujourd'hui. Et il a fallu attendre que la technologie nous permette de créer des détecteurs qui sont nos yeux pour pouvoir voir tout le reste, c'est-à-dire la lumière invisible, toutes les autres couleurs qui existent dans l'univers. Alors moi, je vais vous parler d'une partie très spécifique du spectre électromagnétique qui correspond aux hautes énergies, c'est-à-dire les rayons X et les rayons gamma. C'est une partie assez spécifique du rayonnement électromagnétique. Ce sont des particules donc, qui ont des très hautes énergies, qui sont produites seulement dans des régions très extrêmes, des régions très violentes, avec des conditions de champ magnétique et de gravité extrêmement grandes, extrêmement fortes, des régions où ces objets peuvent chauffer du gaz à des très hautes températures, qui peuvent après émettre des rayons X, et où des accélérations de particules chargées peuvent avoir lieu jusqu'à des très hautes énergies et émettre des photons X et même gamma au-delà, comme on va le voir dans la suite. Mais ces particules, elles sont très difficiles à détecter. Déjà parce qu'il y en a peu dans l'univers, ce sont des phénomènes qui sont quand même assez rares, même si on les voit partout. Et ensuite, ce sont des rayons qui sont très énergétiques, donc ils sont très pénétrants. Donc c'est difficile de les arrêter, de les détecter. De plus, notre atmosphère sur Terre n'est pas transparente à ces rayons-là, ce qui fait qu'ils sont absorbés avant d'arriver sur Terre. Donc il a fallu attendre d'être capable d'embarquer des détecteurs sur des satellites pour pouvoir les observer. Alors, comment est-ce qu'on observe des rayons X? Je vous ai mis ici une vue d'artiste d'un satellite qui s'appelle Chandra, sur la gauche, qui est actuellement encore en opération par la NASA.
Et vous voyez que la morphologie de ce genre de détecteur, ça ne ressemble pas à un télescope tel qu'on peut l'imaginer. Ça ressemble plutôt à un grand tube. D'un côté, vous avez un capot qui s'ouvre avec les rayons cosmiques, les rayons X qui peuvent passer par le trou. Et puis, à l'autre bout du tube, vous avez le détecteur, c'est une caméra qui reçoit des photons et qui les transforme en un signal électrique qu'après on peut traiter, nous les astrophysiciens. Et entre les deux, il y a un système assez complexe de miroirs en anneaux, en pelure de nion, qui, grâce à une incidence rasante, réussissent encore sur une assez grande distance à modifier la direction des photons gamma, des photons X, et à les focaliser sur le détecteur. Mais c'est quelque chose qui est très technique et assez difficile. Et alors ça marche très bien dans une certaine gamme d'énergie, mais si on veut monter encore plus haut, à plus haute énergie, c'est plus possible parce qu'il faudrait un nombre de miroirs pour dévier ces rayons très énergétiques qui ne serait pas possible de les emporter sur un satellite. Ce qui fait qu'on utilise une technique complètement différente quand on monte à plus haute énergie en gamma. On utilise des techniques de détection de particules, comme celles qu'on utilise au CERN, dans les accélérateurs que nous avons, nous, créés, les humains. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'un cube, vous voyez que la morphologie est très différente, un cube avec des matériaux, et on va faire interagir le rayon gamma avec des matériaux, et on va pouvoir suivre l'évolution, la trajectoire des particules qui vont être créées au moment de cette interaction, et même mesurer leur énergie en les faisant interagir dans d'autres détecteurs. Donc ça, c'est une technique qui marche très très bien depuis les années 70. Et quand les gens ont commencé à voir plusieurs sources et à se dire on peut faire maintenant de l'astronomie avec les rayons gamma, c'est quelque chose d'extraordinaire, ils se sont demandé mais où est-ce que ça s'arrête ? Il n'y a pas de raison, et sans doute peut-être qu'il y a des sources dans l'univers qui sont capables d'accélérer des particules à encore plus haute énergie. Donc quelle est la limite ? Et le problème, c'est que plus vous montez en énergie, plus les gammas sont rares, les événements sont rares, et donc plus vous avez besoin d'une grosse épuisette pour pouvoir en collecter suffisamment pour faire de l'astronomie, c'est-à-dire faire des images, faire de la physique. Et donc, ils ont calculé la surface effective qu'il fallait pour pouvoir faire une astronomie raisonnable à ces énergies-là. Il s'est trouvé que c'était un disque de rayon de 120 mètres, donc quelque chose d'énorme qui ne peut absolument pas être monté dans des satellites. Les gens ont eu l'idée un peu folle, de revenir sur Terre et de se dire, puisque les gammas ils sont absorbés par l'atmosphère, pourquoi pas ne pas utiliser l'atmosphère comme une partie de notre détecteur. Alors, vous voyez que c'est quelque chose d'assez compliqué, donc c'est une technique qui a été finalement commencé à être mise en œuvre dans les années 80, c'est très jeune. Donc là, l'idée, c'est que quand un rayon gamma arrive en haut de l'atmosphère, il interagit avec les molécules de l'atmosphère, il crée une cascade de particules. Et en fait, en faisant l'image avec un télescope au sol de cette cascade de particules, on peut remonter à la direction incidente du gamma et à son énergie. Donc c'est pratiquement comme une enquête pour remonter à chaque photon gamma. Et quand vous voulez faire une image, il en faut des centaines, des milliers. Donc c'est une technique qui est assez compliquée. Alors là, on voit par exemple une image d'une gerbe, d'une cascade magnétique dans la caméra du télescope. Et puis après, l'idée, c'est de mettre plusieurs télescopes pour pouvoir voir la cascade sous différents angles et avoir une information sur le photon encore plus précise. Alors voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne dans la réalité. Voilà un réseau de télescopes Cherenkov qui s'appelle le réseau de télescopes S, qui est actuellement dans le désert de Namibie, qui est aussi encore en opération. Donc vous voyez, pour vous donner un point de comparaison sur la taille de ces télescopes, vous avez des petites voitures dans l'avant-plan là qui sont garées sous le garage. Donc il s'agit de très grandes structures. Le télescope du centre, c'est quand même un télescope qui fait 50 mètres de hauteur et 230 tonnes. Donc c'est un gros bestiau. Alors je sens que maintenant vous avez envie que je vous montre des images du ciel avec tous ces instruments. Je commence par vous montrer très rapidement une image du ciel dans le domaine visible pour que vous ayez quelques repères. Donc on voit l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, donc comme si vous pouviez voir le ciel à 360 degrés. Et vous voyez au centre cette grande galette lumineuse qui est en fait notre galaxie qu'on voit par la tranche, puisqu'on est nous-mêmes compris dans la galaxie. Donc ici, c'est assez lumineux, c'est majoritairement la lumière des étoiles en optique. Et voilà la même image, mais en rayon X. Alors là, c'est une image qui est très très récente. On n'a jamais eu ce degré de précision pour une image de tout le ciel en X. Ça a été fait en juin dernier par un satellite qui s'appelle Hirosita. Et ça comprend
plus de 1 million de sources X dans le ciel. La majeure partie de ces sources X, ce sont des clusters de galaxies, ce sont des noyaux actifs de galaxies, c'est-à-dire des trous noirs supermassifs au centre de nos galaxies qui engloutissent des quantités de matière phénoménales, qui ont des périodes plus ou moins actives dans lesquelles ils sont capables de chauffer du gaz à très haute énergie qui rayonne des photons que l'on voit là, mais aussi d'accélérer des particules que l'on voit. Et après, le long du plan galactique, vous avez tout un tas de sources en fait, qui sont liées à la mort des étoiles massives. Quand je dis étoiles massives, je parle des étoiles qui ont une masse qui est plus grande que 8 fois la masse de notre Soleil et qui, à la fin de leur vie, explosent dans un phénomène extrêmement violent qu'on appelle une explosion de supernova. Au centre de cette explosion, il y a un résidu très très dense qu'on appelle une étoile à neutrons, et les couches externes de l'étoile sont soufflées pendant l'explosion et une onde de choc se propage. Et ça, ce sont des sites aussi d'accélération intense de particules, des particules qu'on appelle les rayons cosmiques et qui baignent notre univers. Et enfin, dans cette image, vous voyez deux grosses bulles jaunes de part et d'autre du plan galactique qui sont très impressionnantes, qui sont des bulles de gaz chaud dont on pense qu'ils émanent de l'activité d'explosion d'étoiles au centre de notre galaxie. Alors, si on monte un peu plus à plus haute énergie, voici le ciel gamma, donc par le satellite Fermi, dont je vous ai montré une image tout à l'heure, donc celui qui ressemble à un cube, un détecteur de particules. Donc là, on voit plutôt un nombre de sources qui est de l'ordre de la centaine de sources, quelques centaines de sources. On voit de part et d'autre du plan plein de petits points rouges qui sont aussi souvent liés à des noyaux actifs de galaxies et des petits points aussi lumineux le long du plan qui sont aussi liés à la mort des étoiles massives. Et on voit par contre que cette fois-ci, que l'émission est dominée par une émission diffuse et très brillante tout le long du plan galactique. Et ça, c'est en fait une manifestation des rayons cosmiques qui baignent notre galaxie. Les rayons cosmiques, ce sont vraiment des noyaux, des particules chargées qui ont été accélérées. On n'est pas sûr encore dans selon leur énergie, c'est pas encore clair, et qui interagissent avec la matière dans notre galaxie et qui sont très brillantes dans cette longueur d'onde. Donc ça nous permet d'étudier la distribution de ces particules qui sont particulièrement intéressantes pour comprendre la dynamique et les équilibres dans la galaxie. Et si on monte à plus haute énergie, donc à très haute énergie, on arrive là à une carte faite par les télescopes S. Là, j'ai superposé la carte de S avec la carte qu'on vient de voir pour vous montrer qu'en fait, cette technique Cherenkov, elle est très puissante, mais elle permet de regarder qu'une très petite partie du ciel à la fois. D'accord, un disque de diamètre 5 degrés, donc c'est très petit. Et donc si vous voulez faire une image de tout le ciel, il faut commencer à regarder de proche en proche, scanner tout le ciel. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas encore été possible de faire. On s'est concentré sur certains noyaux actifs de galaxies et pour faire une très grande carte, on s'est concentré sur les parties centrales de la galaxie dans lesquelles on sait qu'on a une grosse densité de sources. Et donc voilà la carte qui est grossie en dessous. Donc on voit qu'il y a une multitude de petits points rouges, de sources, de sources étendues. Il s'agit de la même façon qu'on en a parlé avant, d'accélérateurs cosmiques de particules. Et je vais finir sur une image d'une source en particulier, donc qui est un reste de supernova, le rémanent de l'explosion d'une étoile massive, qu'on voit ici en rayon X, en rayon gamma, et puis en rayon gamma de très haute énergie. Donc vous voyez que ces trois images, elles ont des similarités dans la forme, mais elles ont aussi des différences. Et en fait, de travailler avec ces différentes images à différentes longueurs d'onde, ça nous permet, nous, de cartographier la densité des particules cosmiques selon leur énergie, mais aussi de contraindre le champ magnétique dans l'objet et de comprendre la dynamique d'expansion de cet objet. Voilà, bon, je m'arrête là. J'espère que j'ai réussi à vous faire sentir un petit peu la richesse de ce domaine et que vous aurez envie d'aller chercher des informations pour en savoir plus. Merci.